Salut, bienvenue dans 20 minutes au carré, votre rendez-vous hebdomadaire avec le Web3 et 20 minutes. Je suis Romain Gouloumès, le chef du service magazine, et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés deux invités que vous connaissez bien si vous nous suivez depuis nos débuts. Clément Techie, tu es cofondateur de Ternoa et CEO de Capsule Corp Labs. On entrera un peu plus tard dans le détail de qui et quoi. Et également Claudia Del Prado, tu es la responsable du projet Amazonie Spatiale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va faire un petit disclaimer, un petit préambule en début d'émission pour préciser une chose. Capsule Corp Labs est le partenaire historique de 20 Minutes. Donc, vous nous avez accompagnés depuis les débuts du projet l'an dernier. Donc, il faut quand même le préciser, c'est important. Et vous accompagnez également en tant que partenaire le projet Amazonie Spatiale, dont un certain Gauthier, je crois, contribue sur le Discord. Je ne dis pas de bêtises, hein, on est plutôt en phase. Le bien connu Gauthier. Voilà, exactement. L'éminence grise derrière tout ça, c'est lui qui a tout organisé, je suis sûr. Merci, En tout cas, Gauthier. voilà, on est ravis de vous avoir. Bonjour à tout le monde. Salut Cédric, salut Elven, salut Matthew, salut 28, Xrom. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous avons Hélène à la production. On est sur une nouvelle configuration. Vous allez voir des angles de caméra nouveaux et tout. Ça va être génial. Pour le début, on va y aller mollo. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce qu'est tout simplement Ternoa. On a chez 20 minutes une communauté qui est ternoaphile, on peut le dire. Hein. Des gens, on a des usules qui envoient du Timmy partout. Mais j'ai besoin peut-être que tu nous expliques en quoi la proposition de cette blockchain qui a l'air très NFT-centrique, vraiment tournée vers le NFT. Alors, juste en introduction, je voulais juste dire que moi aussi, j'étais ravi d'être là aujourd'hui, parce qu'effectivement, Capsule Corp Labs était à l'origine en partenaire de 20 minutes, et ça a été un de notre premier projet de Capsule Corp Labs, en fait, qui a permis de lancer en fait, l'activité commerciale et de voir qu'un an après, le projet continue à vivre, à grandir, etc. C'est quelque chose qui est très beau à absorber pour quelqu'un qui a été là pour l'initier, quoi. Donc, vraiment content d'être là. Et pour reprendre la question, super. Donc, qu'est-ce que c'est Ternoa ? Effectivement, donc, avant d'être Capsule Corp Labs, on a cofondé donc, en Ternoa en novembre 2020 avec Mickaël et Martin. Et en fait, l'idée, ça a été de partir d'abord d'une vision de marché, qui est de se dire, en fait, on entend beaucoup parler des NFT dans l'actualité, etc. Et nous, on avait une vision qui était de se dire, les NFT, en fait, vont devenir un format numérique, de la même manière que JPEG et BDF sont des formats numériques, qui vont apporter des propriétés que les autres formats numériques n'apportent pas, à savoir tout ce qui est lié à la propriété digitale au sens large. Donc, en fait, c'est là où il y a vraiment une révolution, parce qu'en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, en fait, on a accepté de vivre dans un monde digital dans lequel on est propriétaire de rien. On prend l'exemple Netflix, on va louer des vidéos et en fait, on peut avoir un an d'abonnement de Netflix, 10 ans. Si on regarde 100 fois le même film, à la fin, on ne sera jamais propriétaire de ce film. Là où à l'époque, à contrario, on achetait des DVD. Oui. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans le monde physique, on s'est quand même, en tant que démocratie libérale, bâti autour de la notion de propriété privée. On achète des biens, ils nous appartiennent et lorsqu'on est chez nous, on arrive à avoir une certaine confidentialité, on n'est pas sur écoute, etc., ce qui constitue un des fondements de la liberté. Et en fait, c'est de se dire ce qu'on n'accepterait jamais dans le monde physique, on l'accepte paradoxalement dans le monde digital, qui est assez récent, parce qu'on vit dans un monde dans lequel on est propriétaire de rien, locataire de tout et sans privacy. Et donc nous, c'est se dire, en fait, il y a sûrement quelque chose à faire autour de ça, et connaissant bien la technologie blockchain, dont, on va dire, la proposition de valeur principale tourne autour de la propriété. Le Bitcoin, à la base, c'est ça, c'est être propriétaire d'un actif qui mirorerait d'une certaine manière l'or. Et donc là, on se dit, grâce au NFT, on trouve un format numérique qui vient permettre d'être la porte d'entrée vers la propriété digitale au sens large. C'est-à-dire que lorsque je possède un NFT, je le possède. Et derrière, qui est aller lui donner des caractéristiques supplémentaires, notamment une capacité de stockage. On peut revenir plus en détail dans l'architecture. On va parler de la capsule. Et derrière, y attacher un protocole de transfert. Et donc, du coup, se dire, on a aussi un espace de stockage, une sorte de coffre-fort numérique dans lequel on peut déposer des objets numériques, photos, vidéos, dont on a vraiment la propriété. Et donc, c'est vraiment ça la vision, c'est de se dire, par rapport à ça, on va construire la blockchain Ternoa qui a été pensée pour répondre au fait que la problématique initiale, le NFT va devenir un des formats numériques. Et donc, nous, on permet d'aller construire le pont entre le Web 2, qu'on connaît aujourd'hui, et le Web 3, en venant faciliter la vie des développeurs,
l'avis des entreprises, des startups, etc., qui souhaitent venir construire des cas d'usage autour des NFT. Okay. Donc vraiment, c'est ça, c'est de se dire construire la meilleure infrastructure possible d'un point de vue technique pour faire en sorte que les NFT deviennent vraiment mass market et soient utilisés dans notre vie quotidienne, dans la billetterie, les jeux vidéo, l'entertainment, enfin bref, on peut imaginer des centaines et des milliers de cas d'usage. Ouais, c'est du NFT enrichi que vous proposez. Exactement, NFT utilitaire, NFT enrichi, parce qu'en fait, on va... Alors là, je vais peut-être rentrer un petit peu dans l'architecture technique, mais en fait, c'est de se dire, sur Ethereum, par exemple, sur la blockchain Ethereum, lorsqu'on veut développer un NFT, on doit déployer un smart contract, définir dans le smart contract ce qu'est le NFT, ses caractéristiques, etc. Et à chaque fois, on doit redéployer. Et nous, en fait, on est venu construire au niveau de la chaîne un système de palette, parce qu'on construit sur l'écosystème Polkadot, donc il fonctionne en fonction de palette. Et dans la palette, on est venu définir toutes les règles NFT, donc NFT basique, créer un NFT, le transférer, des features plus avancées, comme Soulbound Token, Renting, Delegating, etc., donc qui permettent de créer encore plus de cas d'usage autour du NFT. Et après, le fameux secret. Donc ça, c'est une des features qu'on utilise. Et donc, on est venu factoriser en fait tous les développements dans la palette, et ce qui vient réduire en fait le travail des développeurs, puisque derrière, par-dessus, il suffit d'aller chercher les bonnes fonctions des NFT dans la palette. Et pour ça, on a construit un SDK, donc un Software Development Kit, qui va permettre en fait directement d'aller développer des cas d'usage en JavaScript, qui est le langage aujourd'hui le plus usité dans le monde du Web 2. Et donc, c'est là le fameux pont entre le Web 2 et le Web 3, c'est au niveau de l'architecture et de la manière dont a été construite la chaîne pour venir, encore une fois, faciliter l'adoption massive des NFT en tant que technologie, comme on a vu, qui apporte des caractéristiques autour de la propriété digitale. Ok, ouais, parce que je suis allé me balader un peu sur votre Twitter et j'ai vu des vidéos de tutoriels assez faciles pour créer justement sa capsule, qui est l'une des features emblématiques, hein, vous appelez Capsule Corp, alors qui est, j'imagine déjà un clin d'œil à l'univers de Dragon Ball, etc., mais qui est aussi une feature qui est extrêmement attendue. Vous devriez la déployer, je crois, dans les prochaines semaines. Alors même en fait, il y a deux choses. Il y a la capsule, on va dire, c'est le nom d'une feature de la blockchain qui dit cette fameuse caractéristique, on considère le NFT comme un contenant dans lequel on peut venir stocker de la data additionnelle, type photo, vidéo, etc. Et derrière, par-dessus ça, on peut créer des DApps. Et donc là, le nom de la DApps qu'on est en train de créer, c'est Time Guardian, qui, à l'époque où on levait des fonds, on créait, en fait, on avait fait l'ICO, etc., pour qu'on venait présenter le projet, qui s'appelait Time Capsule. Mais en fait, Time Capsule, il faut dire que c'est le nom de la feature NFT que tout le monde peut utiliser. Et en l'occurrence, on a construit une DApps, Time Guardian, qui vient permettre de manière très simple, c'est une application mobile, tout ce qu'il y a de plus Web 2, j'ai envie de dire, qui vient permettre d'aller stocker, transmettre de la photo, vidéo, tout type de format numérique sur le temps long et à des descendants, etc. C'est ça. Si on regarde la finalité et la philosophie même de Time Guardian, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'idée de la transmission d'une forme de patrimoine digital, d'identité numérique. Exactement. Et attends, je me tue. C'est exactement ça. C'est vraiment, et derrière, on peut imaginer plein de cas d'usage autour, mais c'est la promesse de Time Guardian, qui est cette promesse de transmission du patrimoine digital, qui est un des usages de la chaîne Terre-Noire, mais comme on pourra le voir par la suite, ouvre de nombreux usages, puisque, encore une fois, ce qu'on adresse, c'est vraiment le côté NFT mass market, l'adoption massive. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un NFT, pour rentrer un peu dans le détail, c'est un NFT qu'on peut limite programmer. Donc, par exemple, imaginons que malheureusement, j'ai un accident de vélo demain, mais que j'ai anticipé tout ça avec un testament, mais aussi avec une sorte de testament numérique, un NFT dans lequel j'aurai ancré tous mes mots de passe de session, mes seed phrases, etc., transmis évidemment à Laurent, à qui d'autre À qui d'autre et ce NFT ne serait transmis qu'à mon décès. Ça, c'est quelque chose que je pourrais déjà programmer via Time Guardian. Exactement. Et cette feature-là, elle est pour quand? Parce que finalement, on a ces deux... c'est un peu la même feature. C'est dans les 2 prochains mois. Okay. Donc là, on arrive vraiment sur la fin de la livraison de la blockchain et de l'application. Donc on est vraiment aussi très heureux puisque ça a été plus de 2 ans de recherche et développement, d'investissement important au niveau de l'architecture et également de l'application pour pouvoir en fait délivrer la promesse, en tout cas une des promesses qu'on a faites à notre communauté lorsqu'on s'est présenté à eux, et on est vraiment très fiers d'avoir pu tenir cette promesse et l'avoir portée au bout. Ce fut parfois compliqué parce que il y a un aspect R&D, c'est de la haute technologie à haute intensité, il faut recruter les bonnes personnes,
bien délivrer la roadmap et le fait que tout soit fonctionnel aujourd'hui, on est vraiment très heureux. Alors je tiens à saluer Usul, hein, si je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais Usul est très investi chez nous, mais je crois qu'il est aussi très investi dans l'écosystème Ternoa. Et il disait qu'il y avait énormément d'utilités possibles avec les Time Guardian ou plus globalement avec la capsule. J'ai cru comprendre que 2023, ça allait être une grosse année pour vous, que vous attaquiez au marché asiatique, que vous lanciez de nouvelles fonctionnalités. Comment, après une année 2022, je ne sais pas comment tu la considères et comment tu la juges, comment vous vous préparez à 2023 avec justement un déploiement technique, mais aussi un déploiement commercial à l'étranger, quoi. Exactement. Alors, 2 points. Alors, 2 questions, en tout cas l'année 2022, comment on l'a vécu? Ça a été une année pleine de succès, puisqu'on a pu réaliser, donc on a pu créer en fait en mars 2022 Capsule Corp Labs. On pourra revenir sur son rôle par la suite. Donc, donc en mars 2022, et derrière on a pu réaliser donc une levée de fonds en seed avec Omnes Capital de 7 millions d'euros, donc qui nous a redonné des capacités d'investissement pour pouvoir ensuite justement continuer à délivrer toute la roadmap tech qui avait été pensée. Donc ça a vraiment été une année de consolidation à la fois technologique, où on a pu vraiment déployer, avancer sur la roadmap, de consolidation financière auprès d'investisseurs très prestigieux comme Omnes, et de meilleure compréhension de notre go-to-market, notre capacité à aller en fait déployer un écosystème et permettre, comme tu le disais en 2023, un peu cette explosion cambrienne qu'on observe. En fait, c'est une explosion qui a été pensée bien en amont, qui a été exécutée et dont on voit les effets aujourd'hui. En fait, les résultats qui sont là sont le fruit des 3-4 derniers mois qui ont été extrêmement intenses en termes de préparation. Donc on pourra évoquer plusieurs sujets, l'ouverture internationale, au Japon notamment, le déploiement de nouveaux outils, la signature de nouveaux clients, Kaiser, etc. Donc vraiment, ça a été une très belle année. Donc si tu veux, je peux réexpliquer peut-être ce qu'on fait au sein de Capsule Corp Labs. Oui, distinguer les deux entités. Ouais. Les 2 entités. Enfin, il y en a même 3, parce qu'il y a la blockchain Ternoa et les 2 entités, Capsule Corp qui est la maison mère et Capsule Corp Labs qui est le labo. Non, il n'y a que 2 entités en fait. Ah bah vas-y. En fait, il y a Capsule Corp qui est le nom juridique en fait de l'entreprise Ternoa. Et Ternoa, c'est le nom commercial. Okay. Voilà. Donc en fait, ça, comme je l'ai dit, cette entreprise a été fondée en novembre 2020 et porte le développement de la blockchain infrastructure, etc. Et donc derrière, comme de nombreuses autres blockchain layer 1 qu'on observe sur le marché, type Ethereum et Tezos par exemple, il y a toujours un système dual entre une blockchain et un labs, donc Consensus pour Ethereum, Nomadic Labs pour Tezos par exemple, avec un modèle économique où on se dit en fait, nous on a créé une infra. Et qu'est-ce que c'est le modèle économique d'une infrastructure blockchain, mais de n'importe quelle infrastructure, même on va dire une autoroute, c'est de créer du trafic dessus. Bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit utilisée. Or le problème, c'est lorsqu'on fait une blockchain, c'est très bien, on fait une très belle blockchain, elle peut être très belle, mais si elle n'est pas utilisée, finalement, elle ne sert à rien, elle n'a pas de valeur. Et donc un des moyens pour pouvoir créer de la valeur et faire en sorte qu'elle s'utilise, c'est créer des outils ou des microservices, comme on peut dire aussi d'un point de vue économique, au-dessus de la blockchain. Ces microservices, quels sont-ils? Ça va être le wallet, par exemple. Sans wallet, compliqué de prendre en main une blockchain. Ça va être le SDK, le fameux qui permet d'aller faire le lien entre la blockchain, la partie infra Web3 et le monde Web2. Donc ça a été développé également au sein du Labs. Ça va être l'indexeur qu'on a pu développer aussi. L'indexeur, c'est-à-dire ce qui permet d'aller en fait, regarder les transactions dans la blockchain, etc. Ça va être d'autres outils qui sont aujourd'hui en cours de déploiement. Donc c'est toujours en fait venir outiller la chaîne pour faciliter son déploiement. Donc ça, il y a un enjeu R&D, outils, microservices qui est très fort et qui est l'ADN de Capsule Corp Labs. À côté de ça, on a 2 choses. Un accompagnement de grandes entreprises, CAC 40, SBF 120, qui souhaitent justement venir construire sur la blockchain. Donc d'abord, et en général, il y a un besoin de compréhension. C'est qu'en fait, les grands groupes, disons qu'on ne vend pas quelque chose, on ne vend pas un outil. Nous, on vend des concepts. On leur dit, écoutez, avec les NFT, vous pouvez faire tout ça. Et on va essayer d'aller co-construire avec nos différents clients la solution NFT qui répond le mieux à leurs besoins. En mode studio. Quoi. En mode studio, je reprends l'exemple, c'est ce qui a été fait avec 20 Mint. Vous nous avez dit, nous, on cherche à mettre un pied dans le Web3, on a commencé à réfléchir ensemble, on a organisé des workshops et apparu l'idée d'aller faire un drop NFT, 990, enfin bref. Derrière, vous connaissez l'histoire, mais ça a vraiment été une co-construction où on venait s'apporter, nous, notre savoir-faire dans la création de projets Web3 au sens large, et vous, votre besoin et votre connaissance métier.
Et donc ça, c'est vraiment une approche qu'on développe au sein de Capsule Corp Labs et qui nous permet de développer des projets, comme tu l'as dit, type Kaiser, Virtual Regatta, TapNation, etc. On peut en parler plus en détail après. On a certains déjà sur qui sont le plateau. Exactement. Et derrière, une offre accompagnement de start-up, donc type Mafia Food, par exemple. Et là, l'idée, c'est vraiment de leur mettre à disposition un écosystème. C'est-à-dire que vous venez chez nous, on a des capacités pour vous aider à développer. Et également, vous coachez sur les aspects Web3, création de communauté, mise en relation avec des investisseurs, mise en relation avec des avocats qui travaillent avec nous, etc. En fait, l'idée, c'est de vraiment faire bénéficier tout notre écosystème de partenaires, que ce soit des agences web, des avocats, etc., pour permettre d'accélérer finalement la création de projets Web3 sur la blockchain Terre Noire. Aujourd'hui, on travaille aussi avec un très beau projet comme Astromust, par exemple. Donc voilà, donc il y a vraiment ces 3 piliers qui sont très complémentaires et qui s'auto-nourrissent les uns des autres, puisqu'en fait, plus il y a des startups qui utilisent nos outils, mieux on les comprend, et mieux on comprend l'innovation qu'on peut ensuite apporter au grand compte, etc. Donc vraiment, il y a un cercle vertueux qui se crée et Capsule Corp Labs a vraiment ce rôle d'aller développer finalement l'écosystème de DApps sur la chaîne Terre Noire afin de créer vraiment, comme je l'ai dit, un écosystème. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, là, on voit exploser beaucoup de cas d'usage parce qu'en fait, la chaîne est livrée, donc on peut enfin tout déployer. Elle est mature, on peut enfin tout déployer. On a stress testé nos cas d'usage. Et donc, du coup, on voit aujourd'hui se concrétiser des opportunités qu'on a créées il y a plusieurs mois et qui prennent du temps parce que forcément, dans le monde économique, il faut contractualiser, ça prend du temps, négocier, etc. Justement, j'ai une question là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors ce sera peut-être moins le cas dans une semaine ou deux, maintenant que les promesses en quelque sorte sont délivrées, des choix, on va dire relativement évidents en termes de blockchain, ça peut être Polygon, ça peut être Tezos. Avant ça et aujourd'hui, finalement, c'est 2 époques un peu différentes. Comment vous placiez, en termes de concurrence, en termes de proposition, Polygon avait ce côté très simple du tu as un portefeuille Ethereum, on est la solution efficace sans les coûts, et Tezos avec un aspect évidemment des coûts moindres, mais aussi une approche plus RSE. Alors, par rapport à ça, comment vous vous placez, vous ? Alors, effectivement, donc là, tu viens de citer des concurrents qui sont vraiment des mastodons internationaux. Donc nous, on se vit toujours comme un peu David contre Goliath. Donc c'est-à-dire qu'on doit déployer des efforts peut-être plus importants que d'autres pour réussir à convaincre des partenaires de venir travailler avec nous, puisque il n'y a pas encore cette traction, on va dire, internationale, acteur vraiment assis, reconnu, top 50 mondial, etc. On n'en est pas encore là. Mais on prend chaque succès l'un après l'autre. C'est des pierres qu'on dépose sur un chemin. Et à la fin, lorsqu'on dépose beaucoup de pierres, ça fait un long chemin. Et on se dit, faut bien commencer par poser des briques. Et donc, on se retrousse les manches. On est très actif, typiquement avec des beaux projets comme Amazonie Spatiale. On dit, on va s'investir personnellement dans les projets. On a des équipes, on va vraiment les accompagner, apporter notre savoir-faire et apporter aussi quand même un positionnement technologique différenciant, comme je le dis. Le fait que ça soit moins cher de déployer chez nous, que ce soit plus facile, que les dettes IT sont moins importantes, que les interfaçages avec les systèmes d'information existants sont plus simples à prendre en main, sont des arguments qui parlent auprès de nombreux partenaires économiques. Et aussi, on parlait de RSE. Aujourd'hui, nous, on est très bien positionnés puisque on est français. Donc, c'est-à-dire que ce soit Terre Noire, donc Capsule Corp et Capsule Corp Labs sont 2 entreprises enregistrées en France, à capital français, payant des impôts en France, donc déjà respectant toute la réglementation française. Donc ça, c'est sur la responsabilité sociale et environnementale. Nous, on a de la chance de dépendre de l'écosystème Polkadot, qui a été construit en NPOS de manière native. Alors NPOS, j'ai besoin que tu détailles. En nominated proof of stake. Donc on va dire qu'il y a... Voilà, c'est ça, c'est que les gens connaissent proof of work, preuve de travail, proof of stake, preuve d'enjeu. Et nominated, c'est simplement dire qu'en fait, on laisse aussi l'opportunité, par exemple, à des personnes qui sont détenteurs de CAPS, mais qui ne veulent pas runner un nœud parce que c'est compliqué, paramétrage de serveur, etc. Il faut être un professionnel. Ils peuvent déléguer leur token à des nœuds pour ensuite pouvoir bénéficier des effets de stacking, etc. Et donc, construit sur la blockchain, Polkadot, qui a été pensé pour ça. Ok, voilà. Très bien. On parlera de Polkadot. Avant ça, j'ai une autre question. Alors, j'ai lu un thread qui, du coup,
vante plutôt tous les mérites. C'est un strategy square qui s'intéresse un peu sur, qui dresse un peu le portrait de Terre-Noire, des différents projets. Très bien fait, ceci dit. Oui, J'étais impressionné parce qu'on n'était pas en interaction avec eux. D'un coup, on voit ça, c'est exactement ce qu'on est. Ouais, j'avoue, il m'a bien servi pour préparer aussi l'émission. Et il disait une chose qui était intéressante, c'est que malgré, entre guillemets, les cas d'usage, malgré les promesses que portent les utilités, le token, donc le CAPS, est encore très peu cher, de l'ordre de 5 centimes. Alors ceci n'est pas un conseil en investissement. Alors, plutôt que raisonner en prix de token, il vaut mieux raisonner en market cap, parce que bon, token pas cher, enfin, si on a mis beaucoup de tokens... Il vaut mieux parler du volume. Ouais. Il vaut mieux parler, voilà, combien on représente. Donc après, les histoires de valorisation, tout est relatif. Donc aujourd'hui, on a une market cap de 50 millions de dollars, à peu près, sur les marchés. Ça varie un petit peu, mais on va dire que c'est le chiffre rond qui va bien en tête. Ce qui nous situe aujourd'hui dans le top 450 mondial. Donc, si on prend l'ensemble des projets, il y en a environ 16 000. Donc, on est déjà top 2% mondial. Donc, pour un projet français né il y a 2 ans, être top 2% mondial, c'est déjà une première prouesse et quelque chose dont on est très fier. Après, effectivement, si on regarde nos concurrents, type Polygon, Tezos, etc., on a des écarts de valorisation de 1 à 30, à 1 à 200, etc., puisque même Ethereum est valorisé plusieurs centaines de milliards. Après, bon, on est très très loin. T'inquiète pas, nous on passe notre temps à nous comparer au Monde, au Figaro, au Parisien. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, avant la sortie du mainnet, il y avait un risque technique. Ce qui fait qu'aussi on pouvait avoir une valeur basse. Quelle va être la capacité de l'équipe à délivrer la tech, à ce qu'elle soit fonctionnelle, etc. C'est ce que les investisseurs regardent. 2 ans après, 2 ans et demi après, on a délivré la tech. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire qu'on a réussi à délivrer la tech en déployant beaucoup moins de capitaux que la plupart de nos concurrents. Par exemple, Tezos, ils avaient levé 200 millions. Polygon, c'était les mêmes ordres de grandeur. Aptos, etc., c'est pareil. En fait, ce qu'on observe, c'est que les grosses blockchains ont levé des centaines de millions et donc pu beaucoup investir en R&D, d'une part. Ouais, ça burn, quoi. Mais aussi en communication marketing. Et donc, forcément, ce qui vient refléter le prix du token, c'est aussi ta capacité à être une marque connue, à ouvrir des nouveaux marchés. On y viendra plus tard. Mais donc, nous, encore une fois, on construit les choses petit à petit, de manière structurée. Et je pense qu'effectivement, maintenant qu'on va arriver à cette explosion cambrienne qui va vraiment nous donner de la visibilité à travers les DApps, on va pouvoir générer, je l'espère, encore plus de valeur et petit à petit rattraper en termes de market cap non concurrent. Mais en fait, le bon trigger, c'est de savoir combien il y a d'IAPS sur l'écosystème et se dire et faire un petit peu des ratios d'IAPS sur valeur de la blockchain, comparer une sorte de moyenne et regarder si on est plutôt en dessous ou au-dessus. Aujourd'hui, on est en dessous. Donc, de mon point de vue, on est sous-évalué. Mais bon, c'est une méthode de valo. Après, on peut trouver d'autres méthodes de valo qui montreraient que ça peut être pas le cas. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on s'est dérisqué d'un point de vue technique. On voit apparaître des cas d'usage à valeur. On arrive à convaincre des grandes marques, type Kaiser et d'autres aujourd'hui, mais on peut pas dire les noms, à venir construire. Peut-être un peu plus tard dans l'émission. Non. Après le quiz. Mais donc voilà, mais on continue. Et donc pour revenir, ce qu'on a observé aussi, c'est que on a réussi à s'internationaliser. Et ça a été un travail de longue haleine, notamment de la part de Mickaël. Mickaël Canu, donc qui est, pardon, trop l'habitude d'interagir, qui est donc fondateur et CEO de la chaîne et qui a la particularité d'être quasiment franco-japonais. C'est-à-dire qu'il a vécu une dizaine d'années au Japon, il est entièrement bilingue, il connaît très bien la culture et donc il a réussi à tisser des liens en fait avec, on va dire les acteurs locaux du Web3 au Japon. Et donc on a pu lancer une grande campagne de communication. Forcément. C'est-à-dire que techniquement, c'est comme faire une sorte de deuxième ICO. Ouais. Puisqu'en fait, en France, une ICO de manière générale, quand ça se passe, c'est qu'on arrive sur le marché, on travaille avec des acteurs, donc des journaux, etc. Donc on va présenter le projet, notre proposition de valeur, l'histoire des fondateurs, etc. Et après, les gens vont découvrir ce projet, adhérer ou pas. Et si on adhère, on participe au projet. Donc ça, c'est le... Et finalement, lorsqu'on va au Japon aujourd'hui, il faut dire, je pense qu'honnêtement, avant les opérations, sur 130 millions de Japonais, personne ne connaissait. S'il y en avait 2 qui connaissaient Terre-Noire, c'était le bout du monde, quoi. Mais c'est normal, parce qu'en fait, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Il y a assez peu par exemple, au Japon qui parlent anglais, donc même sur nos Twitter, etc., on n'est pas forcément... Il faut qu'ensuite, ils puissent trouver l'information, donc faire les bons ponts. Et donc, avoir pu lancer, les gens ont pu découvrir le projet, dire mais c'est super, il y avait cette blockchain, on ne connaissait pas, c'est un layer 1, des DIO NFT avec une proposition de valeur claire, des cas d'usage
hyper intéressant, notamment Kaiser, pour eux, c'est vraiment une sorte de coup de chance, c'est que c'est une marque, ça leur parle. Ouais. C'est une marque très connue là-bas. En fait, Kaiser, il y a une trentaine de magasins au Japon, c'est une marque qu'ils adorent, etc. Donc il y a des choses qui les ont touchés. En plus, il y a quand même historiquement des relations économiques et culturelles entre la France et le Japon qui sont très fortes. On est par exemple le deuxième plus gros pays consommateur de manga, etc. Et réciproquement, au Japon, il y a aussi un amour pour la culture française, Paris, etc. Donc il y a des liens naturels qui se sont créés et qui ont été incarnés par Mika, qui en plus lui fait parfaitement le pont entre ces deux univers. Et donc ça a été un lancement très réussi. Et c'est ça qui a permis de recréer en fait une sorte de deuxième traction et qui nous a permis d'avancer concrètement et de nous positionner et de nous renforcer et de pouvoir continuer ensuite à apporter de la valeur. J'enchaîne rapidement avec une question de Malombre qui demande est-ce que Ternoa a vocation à être une blockchain à part ou au contraire à intégrer, à être connecté au réseau Polkadot. Tu as esquissé ça tout à l'heure. Nous, c'est sur la roadmap, c'est de devenir parachain. On a pu faire quelques tests techniques. Ensuite, il faut penser à la manière dont on l'approche. Mais oui, c'est quelque chose qui est clairement dans la besace. Parachain Polkadot, ça induit derrière qu'on pourra faire des transactions, enfin vous pourrez faire des transactions commerciales avec d'autres parachains. Exactement. En fait, la manière dont a fait Polkadot, donc pour ceux qui ne savent pas, Polkadot, ça a été cofondé par Gavin Wood, qui est un ancien cofondateur d'Ethereum. Donc c'est quand même quelqu'un qui il a de la bouteille. Il a de la bouteille. On peut présupposer comme c'était l'ancien CTO aussi, qu'il a une bonne connaissance technique des blockchains. Et en fait, il s'est dit, je vais construire Polkadot avec l'idée de favoriser quelque chose dont on entend souvent parler, mais qui est compliqué, c'est l'interopérabilité. Donc il a pensé sa chaîne autour de l'interopérabilité avec le concept de parachain. Et ce qui est très intéressant quand on est parachain, c'est d'une part, on bénéficie d'une interopérabilité native entre toutes les parachains, ce qui fait qu'on peut s'échanger des tokens, des NFT sur d'autres chaînes sans passer par des bridges, qui, comme on le sait, sont des failles de sécurité importantes entre les différentes chaînes. Et en plus, on bénéficie du niveau de décentralisation de Polkadot au niveau de la chaîne. Donc en fait, on a deux niveaux de décentralisation d'une certaine manière, les nœuds ternois, plus les nœuds de l'écosystème Polkadot, ce qui fait qu'en fait, on va être beaucoup plus décentralisé le jour où on sera parachain, ce qui va encore plus sécuriser le réseau, etc. Et c'est ça qui est très intéressant aussi au sein de cet écosystème. Et ça, c'est pour quand ? C'est compliqué de s'engager sur une date. Okay. On réfléchit, c'est comme tout, ça prend du temps. Et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours le calendrier. Donc je préfère dire que c'est des sujets sur lesquels on travaille et on espère pouvoir faire des annonces et des bonnes nouvelles toujours dès qu'on peut. Je reviens rapidement sur une question de Serfine qui nous demande ça bouge beaucoup niveau blockchain au Japon. En gros, est-ce que c'est un environnement qu'on connaît peu, hein, nous, bien sûr, mais qui est assez actif si vous y êtes allé, j'imagine que oui. Alors, pour la petite anecdote, donc Michael Canu a fait un amas avec une communauté au Japon lundi. Alors, il y avait 1600 personnes. J'ai essayé de l'écouter, mais je ne pensais pas que c'était en japonais. Je pensais que c'était en anglais. Et alors, du coup, 1600 personnes, il dit, sur un live, c'est quand même beaucoup. Et alors, pour ceux qui peuvent comprendre... On est au moins autant ce soir sur le live Twitch. C'est-à-dire que c'est des beaux lives. Et en fait, il a été impressionné parce qu'il nous a dit le niveau de technicité des questions qu'on avait. J'ai l'impression que c'était 1600 développeurs. Il m'a dit, franchement, c'était vraiment des vrais connaisseurs. Donc, le Japon, c'est un marché de fins connaisseurs du Web3 avec vraiment des développeurs. Et en plus, ils aiment beaucoup le gaming. Et il y a beaucoup d'applications, nous, aussi, qui sont naturelles autour du gaming. Donc voilà, il y a quand même des ponts, des choses qui leur parlent. Et c'est en ça que c'est intéressant. Mais oui, c'est un pays qui est très actif dans le Web3. Très connaisseurs, beaucoup d'investisseurs, etc. Très nombreux, 130 millions, c'est quand même 2 fois la population de la France. Donc c'est comme quasiment si on adressait le marché France et Allemagne en termes de volume, en termes de nombre de personnes. Donc il y a aussi ça qui joue, forcément. Donc voilà, et là on travaille ardemment, mais pareil, je ne peux pas en dire plus, sur l'ouverture de nouveaux marchés. En Asie encore en Asie, dans d'autres pays éventuellement. Voilà, on réfléchit en permanence avec nos investisseurs, etc. à comment s'internationaliser, comment aller ouvrir de nouveaux marchés, quelle est la stratégie. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, de par notre organisation du travail qui est en full remote, en fait, on a aussi la capacité d'aller onboarder des équipes, des business développeurs, ouvrir en fait des sortes de succursales du Labs là-bas, qui sera un peu des ambassadeurs Ternoa très facilement, puisqu'en fait, se connecter à nos équipes, c'est se connecter à notre Notion, à notre Slack, et c'est très simple, tout le monde est en télétravail, donc il y a une culture du remote, et ce qui fait que les coûts marginaux d'internationalisation sont beaucoup plus faibles que sur des entreprises à plus haute intensité capitalistique, avec bureaux, etc. quoi.
En parlant d'ambassadeur, Usul me colle décidément la culotte pour me rappeler qu'on n'a pas expliqué ce qu'est le secret NFT. Ah si, on l'a expliqué, c'était C'est le Time Guardian. Time Capsule en fait. C'est le Time Capsule. Secret NFT, Time Capsule, c'est le nom de la feature. C'est le fait de pouvoir mettre dans un NFT n'importe quel contenant et que ce soit en fait seul le propriétaire du NFT peut avoir accès à son contenant. Donc c'est la secret infrastructure, Time Capsule. Enfin les deux sont liés en fait. C'est la Time Capsule, Secret NFT, c'est la même appellation. Donc Secret NFT, et après l'application c'est Time Guardian. Voilà. Alors, avant de parler un peu plus avec Claudia, je suis désolé, hein, je un peu monopolisé, Clément. J'aimerais bien qu'on rentre dans le concret des projets que vous accompagnez aujourd'hui et des spécificités que les nouvelles utilities que vous avez développées et que vous allez mettre en œuvre apportent. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain Ternoa qu'on ne peut pas faire? Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire demain avec la blockchain? Alors déjà, il y a comme Usul, le secret. Ça, on est vraiment la chaîne qui a été pensée pour ça. Donc, c'est vraiment une proposition de valeur forte, ce qui fait qu'on peut développer Time Guardian, qu'il y a des entreprises comme Solaltech, je connais pas. C'est un autre projet qui a décidé de venir construire en fait son projet sur la blockchain Ternoa sans même passer par le Labs, directement en venant de but. Donc, ça, c'est vraiment magnifique quand on arrive à ce niveau-là. Et on travaille également avec les notaires de France. On réfléchit à des solutions qui pourraient utiliser ces NFT-là. Donc en fait, mon testament numérique, par exemple, ça pourrait tout à fait rentrer. Exactement. On peut imaginer des cas d'usage avec DocaPost, par exemple. Enfin, voilà. En fait, il y a vraiment quelque chose à faire autour de la secret infrastructure, ce NFT secret, etc., qui intéresse beaucoup de professions. Donc là, déjà, il y a vraiment cet élément différenciant. Et après, comme je disais en introduction, le fait d'avoir construit la chaîne avec ce système de palette, dans lequel on est venu factoriser toutes les features NFT, renting, delegating, Salbound token, etc., permet de se dire, en fait, oui, et derrière nous, on peut imaginer, dans le futur, on va continuer à se développer, même si on va livrer les 5 phases qui avaient été promis il y a quelques mois. Mais on peut imaginer que dans le futur, on puisse se dire, tiens, il y a une super nouvelle feature NFT qu'on peut rajouter. Et donc, il suffira, entre guillemets, d'aller coder dans la palette cette nouvelle feature. Et en fait, on peut continuer à faire vivre la chaîne, à la faire évoluer, parce qu'en fait, un produit technologique, même s'il est livré tel qu'il a été promis, le but, c'est de le faire évoluer pour comprendre les nouvelles tendances du marché, pouvoir les dessiner aussi, être moteur pour pouvoir apporter des nouvelles tendances. Donc il y a tout cet enjeu-là également qui est très fort et qui fait qu'on veut continuer à grandir pour pouvoir continuer à financer tous ces aspects technologiques qui sont très importants. Super. Nous, évidemment, on continuera à suivre l'aventure Ternoa, les projets aussi qui se montent, ceux qui sont en cours, mais ceux qui vont monter là dans les mois à venir. Je te garde de côté quand même lors du quiz, si jamais tu veux parler un peu plus des clients en cours que vous avez, que tu ne pouvais pas citer tout à l'heure. Je suis sûr que ça va se débloquer avec le quiz. Le quiz, il a vocation, Hélène, tu me dis, quand tu es prête à lancer ça, j'ai mis une intro, on va parler SF. On va parler science-fiction, c'est un thème qui m'est cher, mais qui est aussi cher au projet Amazonie Spatiale que tu portes, Claudia. On est sur une vision assez enthousiaste, optimiste de l'avenir. On va voir un petit peu pourquoi il s'agit de réenchanter peut-être un peu l'écrit et l'imaginaire autour de l'exploration spatiale. Du coup, moi, je vous ai concocté un quiz très court, 4 questions dans ces thématiques, mais plutôt, on va dire, de l'humour et de l'espace, et de la SF. Donc, Hélène, tu me dis quand tu es prête avec la première question. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sur la bonne page. Première question. Dans le guide du voyageur galactique... Ah oui, vous ne voyez pas les questions, mais eux, ils les ont. D'accord. Un indice chez vous. Dans le guide du voyageur galactique, par la magie d'un générateur à improbabilité, un pot de pétunia se transforme en... Réponse A, Roselyne Bachelot. Réponse B, un cachalot. Réponse C, Maître Capello. On est sur la question avec du gros level, normalement. Je vous laisse le soin de répondre. On est plutôt sur la bonne réponse, je crois. La réponse D, nous dit Michael Canu. Bienvenue, Michael, et merci pour cette magnifique réponse. On peut enchaîner avec la deuxième. Mais Usul, t'étais dans le juste. Il te copie, mais t'étais dans le juste. Dans Pardon, vous n'avez pas vu ma planète. Donc c'est un livre que je vous conseille, qui a l'air vraiment bien perché. Un extraterrestre chargé d'étudier des humains doit pour cela trouver un travail. Lequel? Réponse A, journaliste. Réponse B, développeur Solidity. Réponse C, CFO chez SVB. Il y a de la réponse. On est plutôt sur du A et du B. Développeur Solidity. Bon, je crois que le livre a été écrit dans les années 60.
Et oui, Elven nous dit, mais la C explique pas mal de trucs. En effet, je pense que le CFO de SVP était peut-être un extraterrestre. On peut enchaîner avec la troisième sur 4. Vu que là, il n'y a que 4 questions, toutes les questions comptent. Hein, donc, il faut répondre juste aux 4. Dans Mars Attack, l'humanité doit la vie sauve à un morceau de musique qui fait sauter la cervelle des envahisseurs. De quel morceau s'agit-il ? Je regarde mes invités qui n'ont pas la réponse. Réponse A, Indian Love Call de Slim Whitman. Réponse B, Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Réponse C, Baby Shark de Baby Shark, évidemment. Donc ça fait sauter la cervelle des extraterrestres, mais aussi des parents. Hein, je préfère le préciser. Il nous reste une dernière question et après ça, je vous délivre et on pourra enchaîner avec Amazonie Spatiale. Donc là, on quitte les livres et même le monde. On reste dans l'espace. Hein, on reste dans l'espace et on reste sur grand écran. Quel acteur n'est pas au casting de l'excellent, et là c'est moi qui attribue cet adjectif, l'excellent Galaxy Quest. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh. Eh ben non. Très bon film. Pareil, c'est un film qui date un peu. Hein. On est sur je sais pas, c'est années 80. Alors, je suis pas encore c'est une parodie de Star Trek, années 90 peut-être, je pense. C'est une parodie de Star Trek. Il y a un gros casting. Qui n'est pas au casting? Réponse A, Alan Rickman. Réponse B, Sigourney Weaver. Réponse C, Stéphane Bern, qui fait du cinéma. Il faut le dire, Stéphane Bern. Ils ont un montage pour les aider. La réponse, vous l'avez, je pense. Il n'y a pas besoin. Claudia, est-ce qu'on était sur un petit enchaînement, un petit échauffement même SF? Parfait. On va parler de science-fiction avec toi. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la genèse du projet Amazonie Spatiale, de la proposition qui est faite. On a fait, nous, un article sur Amazonie Spatiale sur 20 minutes que je trouve l'idée de base géniale, en quelque sorte réenchanter un peu la science-fiction, imaginer des lendemains qui chantent en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire que vous en aviez marre des séries dystopiques qu'on peut regarder partout en streaming? Je rappelle qu'en ce moment, alors c'est pas vraiment on n'est pas sur un space opéra, mais on est quand même en plein The Last of Us en ce moment. Est-ce que c'est né un petit peu d'un ras-le-bol dystopique? Oui, je pense que, en effet, Amazonie Spatiale est un projet qui est vraiment né de cette idée de se dire on peut et on doit réinventer les imaginaires d'avenir, notamment les imaginaires spatiaux, et que la dystopie, on va dire, finalement, ça reste quand même une projection de nos peurs actuelles, et que si on veut vraiment construire un futur d'un monde viable, ça va être à travers des imaginaires dans un optimisme qu'on appelle crédible. Donc vraiment, on n'est pas dans l'utopie. Donc vraiment, comme on peut créer des imaginaires qui donnent envie de futur et qui construisent un peu les mondes de demain qui... on espère sera viable. Donc c'est vraiment... Vous avez lancé une sorte d'appel à projet, d'appel à plume en quelque sorte. Hein, du coup, pour en mener à fait, bien. Amazonie Spatiale est partie. L'idée de base, c'est de créer une résidence d'écriture littéraire et scientifique. Donc, où on va faire travailler. D'ailleurs, le lancement, c'est le jeudi 16 mars. Je profite pour le dire, dans 2 jours. Nous allons faire un événement à Matrice, qui est l'Institut d'innovation technologique et sociale qui porte ce projet. Et nous allons faire notre premier notre premier live Twitch, que je ne pense pas que ça sera si quali comme ce qu'on est en train de voir, mais on va essayer pour retransmettre l'événement. Et donc, nous avons recruté des auteurs et des experts, et une communauté qui est autour, pour mener ces projets. Et donc, pour faire partie de cette résidence d'écriture sur les imaginaires spatiaux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vraiment parti de cette idée de comment on peut faire que ces 3 équipes travaillent ensemble pour vraiment être toujours dans un équilibre et essayer de créer des imaginaires collectifs puissants, mais qui restent quand même dans l'optimisme. Et aussi, je pense que c'est un bon moment pour... en fait, on a eu un succès incroyable de tous les noms des candidatures qu'on a reçues, notamment pour les auteurs, mais les experts aussi. Beaucoup qui venaient de notre communauté Discord, qui est incroyablement bienveillante et active dans les projets. Et ça a été vraiment très cool. Donc, vous êtes bien aidé, vous avez un bon CM en plus. Bien sûr, bien sûr. Merci Gauthier. Comment vous faites vous arrivez à imbriquer donc, des romanciers, des auteurs,
des experts, donc ils sont plutôt là pour la partie très concrète et la référence à la réalité, afin de ne pas proposer une SF optimiste, mais qui soit peut-être pas déracinée du marasme ambiant dans lequel on nage tous, et une communauté, parce que pour bien connaître l'écriture, on sait que c'est plutôt un exercice solitaire. Comment tu arrives à créer un collectif autour de l'écriture ? Je pense, c'est une question très intéressante, parce que je pense que ça explique vraiment la vision du projet, de se dire comment on peut assurer, en fait, quand on parle d'une SF optimiste, ou en tout cas souhaitable, qui pose un futur souhaitable, on ne peut qu'arriver si on met tous ces gens autour de la table ensemble. C'est-à-dire des écrivains qui vont apporter peut-être leur imaginaire, la fiction, la science, les experts, en sachant on parle des scientifiques, mais on a des experts des sciences humaines et sciences dures. Donc, vous êtes partenaire de l'Agence spatiale européenne. On est partenaire de l'Agence spatiale européenne, on est partenaire aussi de l'Observatoire de Paris, des institutions académiques. Donc, on a vraiment des experts qui viennent, surtout en lien avec les spatiales de toutes ces institutions-là. Et à la fois, cette communauté qui va venir apporter, qui va être le fil conducteur de la résidence et qui va vraiment apporter ce qu'on pourrait dire une sorte de conscience collective, en même temps beaucoup contribuer au projet. Parce que finalement, comment on peut répondre à la question de qu'est-ce qui est l'avenir souhaitable si on ne demande pas au grand public, au grand public, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. J'imagine c'est une question qui vient après, mais de la logique aussi Web3. C'est cette idée d'un web ou un Internet plus démocratique aussi. Et comme une communauté peut vraiment contribuer à la création des imaginaires. Oui, parce que tu avais deviné le conducteur, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore des spécificités Web3, en quoi Amazonie Spatiale est ou va devenir un projet Web3, parce que finalement, réunir... tu n'es pas obligé d'avoir un projet Web3 pour créer un Discord et réunir des gens. Exactement. Donc, pour revenir sur cette question et sur la dynamique, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de réussir à créer un vrai dialogue du coup, entre auteurs, experts et cette communauté. Et c'est là, déjà, je pense que c'est vraiment dans la vision et dans la bienveillance et tout ce qui est incarné dans les communautés Web3 des bases. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans les projets, et de vraiment comment le lecteur ou les passionnés de l'espace ou de la science-fiction peut être, on va dire, un lecteur consommateur des contenus, mais aussi contribuer à ce contenu-là et à la création des imaginaires. Et également, comment à terme, et c'est la vision du projet, les personnes de la communauté les savent bien, en fait, qu'est-ce qui donnerait une maison d'édition dans les Web3 ? Nous, c'est vraiment un sujet qui est vraiment au cœur d'Amazonie Spatiale, c'est-à-dire à terme, comment on changer les équilibres du coup, entre auteurs, lecteurs, maisons d'édition, et qu'est-ce que les Web3 peut apporter à cet nouveau équilibre-là. C'est tant dans l'organisation décentralisée que ça peut intégrer, que éventuellement dans les smart contracts que vous pourriez mettre en place en termes de rétribution. Dans les répartitions de droits, d'adaptation numérique, par exemple. Ou même, en effet, c'est un peu comme l'exemple que tu donnais au début avec Netflix, de se dire, finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui est passionné des science-fiction, qui est passionné de, je ne sais pas, Ursula Le Guin, comme moi, je ne sais pas si vous la connaissez. Les Dépossédés. Donc, voilà, si peut avoir vraiment le même... en fait, moi, je peux avoir lu tous ces livres, et j'ai finalement le même produit final, entre guillemets, que quelqu'un qui a juste acheté le livre une fois. Et donc, comment donner vraiment cet accès à la contribution. Et même, à terme, dans l'idée d'Amazonie Spatiale, on s'interroge aussi, et c'est pour ça qu'on parle des maisons d'édition Web3, de qu'est-ce que deviendrait la propriété intellectuelle, à terme, dans ces nouveaux modèles-là. Je sens que Clément veut ajouter une capsule là-dedans. Non, sans parler de calcul, c'est très intéressant ce que tu disais sur le côté Web3, c'est-à-dire redonner un peu de pouvoir finalement à l'utilisateur final. Et comme tu disais, en fait, le fait d'avoir un NFT, ça peut être l'occasion pour un utilisateur de se dire, je sais pas, je peux écrire un bout de la préface de l'ouvrage, je peux proposer des fins alternatives. En fait, il y a vraiment cette idée d'aller co-construire un récit littéraire, comme tu dis, expert, écrivain, communauté, pour pouvoir vraiment construire cette vision d'un futur possible autour de la science-fiction. Donc, le côté Web3, engagement communautaire, répartition de la valeur,
droit finalement à participer fait que c'est vraiment très intéressant. Et en plus, sur un sujet aussi passionnant que la science-fiction, et vraiment des experts autour de ça avec quelque chose autour de l'édition. Enfin, 20 minutes, c'est un bon exemple finalement. Bien sûr. Parce que cette capacité de se dire, en fait, on va demander à une communauté de financer un projet dans lequel on croit parce qu'on veut voir émerger des nouvelles idées. Et c'est ça qui est intéressant. Qui a financé et contribué. Nous, on a, par exemple, parmi les auteurs, on n'a pas encore, on annonce la sélection jeudi, donc je peux pas. Ça c'est quoi ce teasing là? On vous invite sur le plateau et vous lâchez rien. Du coup, j'invite tout le monde à venir sur notre Discord pour découvrir les auteurs sélectionnés. Mais on a des auteurs qui nous ont dit que, par exemple, pour eux, ce qui va être hyper intéressant avec la communauté, c'est de pouvoir tester justement ce que tu disais, Clément, tester des fragments de leur récit, par exemple, et avoir des retours. Presque instantané. Bien sûr. Pas devoir attendre. Souvent, les écrivains, soit tu envoies le manuscrit à un ami ou à un familial, ou soit sinon, tu attends la publication du livre pour voir le retour. Donc, avoir un retour en direct, par exemple, c'est hyper intéressant. Oui, je vois tout à fait l'intégration. Et puis même tout à l'heure, je parlais de capsule, mais je vois que Usul propose une utilisation. Il dit la capsule en mode cadavre exquis de bouquin. Donc un personnage A écrit le chapitre 1. Il envoie la capsule à B qui ensuite écrit et arrivé à la fin, on ouvre et on a un bouquin. Alors Usul est vraiment très actif et franchement, bravo pour cette intervention parce que le lien Cadavreski, NFT, création collective, c'est très très propre, magnifique, j'aime beaucoup. Mais en plus, il nous offre, je pense, une conclusion. Je ne sais pas du tout, Hélène, où on en est au niveau du timing. Je n'ai pas pris ma montre, donc on dépasse là ou non, on est bon. Écoute, c'est vrai que moi j'imaginais tout simplement un usage de capsule et je crois qu'on l'avait effleuré quand on s'était eu au téléphone, le fait d'avoir potentiellement, donc imaginons que tu aies contribué. Acheter, par exemple, un NFT Amazonie Spatiale, que ce NFT soit enrichi au fur et à mesure des bouts de livres validés, évidemment, tu vois, pas d'accès au brouillon. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire que éventuellement, le Time Guardian, toutes les 2 semaines, j'ai accès à un nouveau... Exactement. Écoutez, moi, je vois qu'Usul est vraiment très actif. Je t'invite à nous contacter et faire partie des séances de workshop parce que j'ai l'impression que tu as une très très belle compréhension de tout ce qu'on peut faire. Donc, ravi de pouvoir te rencontrer et de t'onboarder sur ce type de sujet autour de l'idéation. Parce qu'effectivement, c'est tous ces usages qu'on peut imaginer. Voilà, après, il faut regarder technologiquement comment ça s'imbrique, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est de la recherche, de l'innovation, du développement. C'est des cycles qui demandent parfois un peu d'adaptation pour aller découvrir des choses nouvelles et qui, je pense, peuvent à terme créer beaucoup de valeur pour tout le monde. Ça pourrait même être l'idée d'avoir une traçabilité plus précise du coup de qui a écrit quoi, non? Si on pense à un ouvrage collectif, par exemple, est-ce que c'est complètement. Moi, c'est un peu ce que j'imaginais. Donc, toi, tu nous donnes rendez-vous dans 2 jours. Dans 2 jours. Un live streaming avec le reveal des auteurs. Allez, donne-nous-en un, là, vite fait, comme ça, j'aurai quelque chose à gagner. Non, tu peux pas. Allez, un petit giveaway, La communauté aussi a très envie de savoir et on tient vraiment à... bien sûr, il faut les dorloter, t'as raison. Du coup, tout le monde doit se connecter pour voir... On essaiera de trouver le lien et de le partager, évidemment, sur le Discord. Donc, pour toi, on a un rendez-vous dans 2 jours. Le process, après, c'est quoi? Enfin, la résidence, qu'est-ce qu'il y a Rendez-vous dans 2 jours parce que c'est les lancements, donc on annonce la sélection des auteurs et des experts. Et là, on démarre. Donc, on a 15 auteurs. Donc, ça, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, 15 auteurs différents. C'est qui déjà? Il y a Damasio. Il y a Damasio. Presque. 15 auteurs qui vont travailler donc, avec les 50 experts. On a eu tellement de... Parce qu'au début, on était parti sur 30 experts, mais on a eu tellement de candidatures qu'on a sélectionné 50. Et la communauté Amazonie Spatiale. Et donc, là, on s'élance. Et depuis les premiers jours, on va vraiment mettre en place... Notre objectif dans les projets, c'est de vraiment mettre en place les dialogues entre les différentes équipes. Et donc, par exemple, avec la communauté, on a déjà prévu, donc, à partir du lancement, de mettre en place ce qu'on a appelé les carnets des brouillons de la DAO, parce que c'est la communauté qui va vraiment commencer à écrire, parce qu'on a une communauté qui est vraiment passionnée d'écriture aussi, des SF, mais aussi d'écriture, qui aiment bien écrire. Et donc, on va lancer ces chantiers pour que les auteurs, dans 2 semaines qu'on a des ateliers de travail avec eux, ils découvrent tout ce que la communauté a produit
et que ça puisse vraiment alimenter les univers que les auteurs ont commencé à créer. Vous avez une deadline, une roadmap pour les premiers écrits, on va dire publics en quelque sorte? Oui, donc nous avons donc lancement les 16, premier rendez-vous avec auteurs, experts et la communauté la première semaine d'avril, où ça va être vraiment une semaine de travail avec les différentes équipes. On a prévu aussi des soirées avec la communauté, des moments d'échange, etc. Toujours une soirée. Toujours, j'avoue, hein, mais le Web3, c'est beaucoup de soirées. C'est très important. Des soirées où on travaille. Et après, donc, les auteurs doivent construire leur texte pour fin juillet. Ok. Donc, ils ont 4 mois pour écrire ces textes ou à des moments différents. Donc, les experts vont intervenir pour nourrir les récits des auteurs. On a prévu ce qu'on appelle les matching auteurs-experts. Donc, chaque auteur aura 3 experts qu'il doit aller ou elle doit solliciter pour vraiment apporter cette idée des contes de vraisemblance. C'est l'architecture scientifique du récit. Ouais. Exactement. Et aussi prendre en compte, participer au Discord, échanger avec la communauté, etc. Et donc, fin juillet, publication des récits. Je ne l'ai pas dit, je crois, mais tous les récits vont être publiés dans un livre qui sortira en 2000. Pardon ? Oui, un vrai livre. Un livre, oui, un livre physique. Broché. Édition Brajlon, qui sortira. C'est déjà calé avec l'éditeur. Oui, on travaille avec eux. Ils sont hyper intéressés par le projet, et notamment par la dynamique aussi Web3, et qui sortira en 2024. Et donc, c'est à ce moment-là où on rentre un peu dans la nouvelle phase du projet, qu'on est en train de construire avec Capsule et aussi avec la communauté. On veut lancer un groupe de travail pour vraiment définir cette vision de maison d'édition Web3. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les prochains. Voilà. Et vous avez déjà mis en place la mécanique de rétribution des auteurs et des scientifiques qui participent, ou tout le monde y va en mode pro bono Non, les auteurs ont une bourse et pour le texte et la participation à tous les ateliers, etc. Et les experts sont pro bono. Okay. Ils sont vraiment là parce qu'ils ont envie de participer, de contribuer, de sortir un peu de leur vie quotidienne. D'ingénieurs ou d'experts. Et aussi parce qu'il y a vraiment je pense que on est tous d'accord autour du projet, et les participants aussi, de comment la science-fiction, non, comment la fiction, comment la science peut apporter à la fiction. Donc, cette idée on est dans des récits prospectifs, qui a une sorte en tout cas, on n'est pas ni dans l'utopie absolue, ni dans la dystopie, sinon vraiment quelque chose de réalisable. Mais aussi comment la fiction peut élargir la science. Et comment la fiction peut apporter à la science aussi dans... Inspirer. Tirer vers le haut. Ouais, très bien, très intéressant. De ton côté, du côté de Ternoa, l'actualité, on en a parlé. Vous allez... Il y a des utilities qui vont arriver, des fonctionnalités qui sont sur la rampe de lancement. Un rendez-vous, une date à nous donner peut-être sur... Semaine prochaine. Voilà, semaine prochaine. Semaine prochaine, Paris Blockchain Week. Donc c'est un événement dans lequel on va être extrêmement présent. Oui, avec une chasse au trésor. Exactement, ça. voilà, c'est ça. Donc première chose, on organise une chasse au trésor pendant la Paris Blockchain Week. Donc en fait, les personnes, les 10 000 invités seront invités à télécharger le wallet Ternoa. Et après, on a disposé des petits QR codes un petit peu partout dans la Paris Blockchain Week. On a pu travailler avec l'ensemble des partenaires, donc Massa, etc., qui ont donné en fait des cadeaux. Et ça sera une sorte de loterie géante. À chaque fois qu'on va scanner un QR code, on va gagner de manière aléatoire un cadeau et on va pouvoir aller le récupérer au stand. Donc c'est très intéressant parce que c'est un exemple de NFT utilitaire, c'est-à-dire que ça permet de faire de l'activation marketing pour un event comme la Paris Blockchain Week, que ce soit sur les réseaux sociaux, puisqu'on peut organiser des giveaways, des chemins, etc., donner de la visibilité à chacun des partenaires, et ensuite apporter du trafic au niveau des booths, donc des exposants, ce qui d'un point de vue Paris Blockchain Week, c'est très bien parce que ça montre que l'événement apporte du trafic, ce qu'on vend lorsqu'on organise un événement. Pour les exposants, c'est ce qu'on recherche. De la visibilité. De la visibilité. Et pour nous, c'est parfait parce que ça génère des transactions, ça fait du téléchargement de wallet, ça donne de l'exposition. Donc, je vous invite à tous participer à cette super chasse au trésor pour ceux qui auront la chance d'être à la Paris Blockchain Week, de venir nous rencontrer au niveau du booth, parce qu'on sera une grande partie de l'équipe, des développeurs, des gens de l'équipe commerciale, des products, etc., qui seront là ravis pour pouvoir vous accueillir et répondre à vos questions. Et surtout, un moment très important,
la keynote de Mika, enfin Michael, pardon, Calu. Michael Calu, voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui va être vraiment la grande messe, un moment fort avec des showcases de nos derniers produits, etc. Un storytelling magnifique. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est à la fin de la Paris Blockchain Week? Non, c'est au milieu. C'est de mémoire mercredi vers 15h. Je n'ai plus exactement l'horaire exact. Ce sera retransmis pour les fans on va dire, de Terre-Noire, ce sera dispo. Je pense que ça sera live et de toute façon il y aura des retransmissions parce qu'en général c'est filmé ce genre d'event. Ouais. Donc nous on le retransmettra. Donc voilà, c'est le grand moment, la keynote de Mika qu'on attend tous avec impatience. Eh ben, merci pour tous ces rendez-vous. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Bon, vous avez une belle actualité, donc j'espère qu'on continuera à vous suivre et à échanger pour parler de la suite. Quant à moi, évidemment, je vous remercie. On nous souligne que le prix de l'entrée est assez conséquent. C'est vrai. Je crois qu'on a quand même, grâce à Tropi, on a des petits deals à moins 15, moins 30%. Et Terre-Noire avait organisé un giveaway aussi, avec des places à gagner, je crois. On avait fait un jeu concours. Et après, alors c'est vrai, voilà, ce que dit la Paris Blockchain Week qui s'entend, c'est que c'est avant tout un événement B2B. Ouais. Donc c'est-à-dire que des grandes marques type L'Oréal, LVMH, etc., qui viennent en fait faire du business et moins un événement retail, je pense, comme peut l'être NFT Paris par exemple. Bien sûr. Donc oui, les places sont chères malheureusement, mais de notre compréhension, c'est vraiment très B2B. Et nous, c'est vraiment l'endroit où on doit être, puisque comme expliqué en introduction, nous, notre objectif, c'est de convaincre toujours plus de grandes entreprises à développer des cas d'usage, convaincre des startups, etc. Donc, on est vraiment ravis d'y être et de pouvoir aussi bénéficier d'une exposition internationale très forte, puisque voilà, il y a des investisseurs internationaux, des journalistes internationaux, des projets, etc., qui viennent quand même se rassembler à Paris. Un des arguments, c'était oui, mais bon, pour les Français, il n'y a pas le transport à payer, alors que lorsque vous allez à New York, finalement, l'un dans l'autre, c'est pareil. Ouais. Pourquoi pas? Oui, moi je ne me prononcerai pas sur le prix de la place, vu que j'ai une accréditation, mais malheureusement. Mais je peux comprendre que pour le retail, ce soit compliqué. Après, c'est un événement vraiment business, dans un endroit très prestigieux, le Carrousel du Louvre, qui va donner beaucoup de visibilité. Voilà, moi je pense que ça va être un très très bel événement et n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, je précise, donc 28 le fait bien. Réduction, si vous êtes méca, je crois que c'est 15% sur les journées classiques et sur la journée Web3 XP, c'est 30%. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, grâce à Tropi. Et un petit giveaway avec Amazonie Spatiale. Non, ça serait chouette. Hein. Ça serait chouette. On en reparlera en tout cas. On en reparlera. Vos NFT, on se cale et on fait gagner au méca quelque chose. Parce qu'ils sont très impliqués à la fois, on a dit, chez Terre-Noire et Amazonie Spatiale. Il y a des connexions à faire. Merci encore à tous. Merci à vous deux. Merci à Hélène, évidemment, qui a assuré à la fois dans les commentaires et au son et à la vidéo. Je crois qu'on a une émission sans aucun problème technique. Merci beaucoup. Je vous garde pour ceux qui veulent bien rester avec nous encore 2 minutes. On va tester un petit truc au niveau du micro. Mais voilà, sinon, vous pouvez nous quitter. Très bonne soirée.